Mercredi 29 juin, il est 7h. Et je suis heureux d'annoncer que nous avons maintenant un accord qui ouvre la voie à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. À la une ce matin, vous venez de l'entendre avec ces mots du secrétaire général de l'OTAN hier à Madrid, Jens Stoltenberg. L'Alliance a grandi son bouclier sur son flanc est avec l'intégration désormais acquise de la Suède et de la Finlande. Récit de la soirée dans un instant. L'épilogue au procès des attentats du 13 novembre 2015, verdict attendu en fin d'après-midi pour le plus long procès de l'histoire judiciaire française. 10 mois d'audience, bilan dans ce journal. Et puis une femme au perchoir de l'Assemblée nationale, c'est une première. Yaël Braun-Pivet succède à Richard Ferrand. Première séance et première polémique avec notamment le discours du député Rassemblement national José González qui provoquait hier la colère de la gauche. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la première annonce majeure du sommet de l'OTAN qui se tient en ce moment à Madrid. La Suède et la Finlande vont rejoindre l'Alliance Atlantique. Adhésion bloquée jusqu'à présent par le veto de la Turquie. Ankara accepte de le lever contre la promesse d'une coopération suédoise dans la lutte contre le PKK, organisation kurde accusée de terrorisme par le régime turc. La Suède et la Finlande se placent donc sous le parapluie occidental. Une satisfaction pour la députée finlandaise Elina Valtonen. Je suis très heureuse que nous ayons réussi à trouver un accord en seulement quelques semaines. Et je ne parle pas du tout que pour moi. Un sondage est sorti il y a quelques jours. Il disait que 79% des Finlandais voulaient que notre pays rejoigne l'OTAN et avaient hâte. Donc c'est vraiment la grande majorité. On est très très content de rejoindre la famille de l'OTAN, de l'Occident. Elina Valtonen, députée finlandaise avec Zoé Pallier. Dans l'actualité ce matin aussi, la fin du procès des attentats du 13 novembre. On attend le verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris. L'audience reprendra à 17h cet après-midi. Les peines réclamées à l'encontre des 14 accusés vont de 5 ans à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Après 10 mois d'audience, l'heure est aussi au bilan. Bonjour Gladys Laffitte. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1. Vous avez suivi ce procès pour Europe 1. Est-ce que la justice a été à la hauteur de l'histoire ? Oui, un bilan plutôt positif. Le procès s'est déroulé sans accroc majeur et presque dans les temps car le Covid a touché la moitié du box des accusés et donc l'audience a pris 5 semaines de retard. En tout cas, et les accusés et les parties civiles ont salué la tenue du procès par le président Jean-Louis Perriès qui partira ensuite à la retraite. 10 mois où la police de l'audience n'a pas toujours été facile à faire, où il a fallu gérer les caractères, créer un lien avec Salah Abdeslam, ne pas montrer ses émotions. Mais quelques critiques lui sont quand même faites, notamment par des avocats de la défense comme Raphaël Kempf. Le président n'a, cherché par aucun moyen à forcer un peu la venue de ces témoins dont on espérait qu'ils viennent à cette audience, notamment des témoins belges. La principale préoccupation de Perriès n'est pas tant le respect absolu des droits de la défense, plutôt la tenue d'un planning et la volonté d'éviter tout incident diplomatique. Au niveau logistique, en tout cas, l'accueil et la prise en charge des centaines de parties civiles a été unanimement salué là aussi. La sécurité n'a pas fait défaut non plus. Un test grandeur nature pour les autres grands procès, à commencer par celui de l'attentat de Nice qui doit commencer en septembre prochain. Gladys Laffitte. Aux États-Unis, ça n'est pas un procès, mais ça en a tout l'air. Un témoignage explosif hier dans l'enquête sur l'attaque du Capitole qui met Donald Trump en grande difficulté. L'ancien président a tout fait pour rejoindre ses partisans lors de l'assaut contre le Congrès. Révélation signée d'une ex-collaboratrice de la Maison-Blanche, Alexis Guilleux. Son témoignage devant la commission d'enquête est accablant pour Donald Trump. Oui, selon Cassidy Hutchinson, Donald Trump et son entourage savaient que des hommes armés étaient dans la foule le 6 janvier pour écouter le discours du président. Donald Trump a même insisté pour que ces personnes puissent franchir les barrières de sécurité. Le président a dit quelque chose du genre « Je me fous qu'ils aient des armes, ils ne sont pas là pour me faire du mal. Dégagez ces foutus détecteurs de métaux. » À la suite de son discours, Donald Trump aurait cherché à se rendre au Capitole. Furieux face au refus du Secret Service, il s'en serait pris à un de ses agents de sécurité. Le président a dit quelque chose comme « Je suis le putain de président, emmenez-moi au Capitole, maintenant !» Le président s'est penché vers l'avant du véhicule pour attraper le volant. L'agent a posé sa main sur son bras et a dit « Monsieur, il faut que vous lâchiez le volant. » Témoignage dévastateur sur l'état mental de Donald Trump à la fin de son mandat. Quelques jours plus tôt, dans un accès de colère, il aurait lancé son assiette contre un mur, faisant ainsi dégouliner du ketchup.
Cassidy Hutchinson raconte également sa conversation avec le chef de cabinet du président. En amont du 6 janvier, Mark Meadows s'était ouvertement inquiété auprès d'elle de potentielles violences ce jour-là. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Il est 7h05, une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Une femme accède au perchoir. Yael Braun-Pivet succède donc à Richard Ferrand. Session ouverte, session inaugurale de l'Assemblée, donc sur fond de polémique déjà entre le Rassemblement national et la NUPES. Et on peut parler de première à tout point de vue. D'abord avec l'élection d'une femme à la présidence de l'Assemblée. Ensuite avec la polémique déclenchée dès l'ouverture de la session parlementaire par le doyen du Palais Bourbon. Dans son discours, le député RN José González évoque ses souvenirs de pied noir, une référence à l'Algérie française qui a fait bondir la NUPES, Victor Chabert. Oui, après les salutations d'usage, le doyen RN José González, 79 ans, se livre au perchoir à une confidence sur sa vie qui fait bondir les rangs de la majorité de la NUPES. Il a une pensée pour ses amis tombés en Algérie française. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Interrogé à la sortie de l'hémicycle sur ce passage de son discours, José González persiste et signe. Des crimes en Algérie, non, l'armée française, je ne pense pas. Alors peut-être maintenant il faudra revoir l'histoire, mais je ne pense pas. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OS a commis des crimes. Je ne sais même pas ce que c'était l'OS, ou presque pas. Et la gauche saute sur l'occasion. Pour Sandrine Rousseau, députée écologiste, les masques tombent. La dédiabolisation du RN a pris fin dès la première séance. Autre polémique qui émaille l'après-midi quand l'insoumis Louis Boyard, l'un des benjamins de l'hémicycle chargé d'être secrétaire de séance, refuse de serrer la main de député RN lorsqu'il monte au perchoir voter. Entre le Rassemblement national et la NUPES, il n'a pas fallu une seule journée pour que les relations se tendent à l'extrême. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Ambiance à l'Assemblée. Alors Victor Chabert nous disait les masques tombent. Peut-être faudra-t-il les remettre du fait de la flambée à nouveau de l'épidémie de Covid. Les contaminations sont de plus en plus nombreuses et les coureurs du Tour de France commencent à s'en inquiéter. Près de 250 000 cas positifs enregistrés hier. Le gouvernement écarte tous ses rages de vis et en reste aux recommandations comme effectivement le port du masque dans les transports. Le Covid qui fait peser une menace sur le Tour de France dont le départ est prévu vendredi. Un coureur belge a déjà dû renoncer après un test positif. À 48 heures du départ au Danemark, la Sérénité quitte progressivement le peloton, Jean-François Pérez. Oui, et les propos de Romain Bardet sur les réseaux sociaux n'ont rien arrangé. Embarqué dans un avion bondé, écrit-il, quand 90% des passagers ne portent pas le masque, premier stress test. Le forfait quelques heures plus tôt de Tim Declercq avait réveillé de mauvais souvenirs, ceux des 2 dernières éditions en mode bulle sanitaire, éloigné du public, avec une suspicion permanente. Le récent meilleur grimpeur du Dauphiné, le français Pierre Rolland, s'en serait volontiers passé. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et j'ai vraiment le sentiment qu'on ne l'a jamais eu aussi fortement, parce que les autres années, avant que le Tour s'élance, ça s'était quand même calmé et là il y a un rebond qui est assez violent, mais voilà, faut faire avec. Ce rebond violent, c'était lors du Tour de Suisse il y a 10 jours. 36 coureurs avaient dû se retirer en pleine course, tous positifs, la plupart asymptomatiques. Le protocole s'annonce plus souple sur la grande boucle, plus d'exclusion systématique en cas de test positif. La situation sera examinée au cas par cas par un comité de 3 médecins. Depuis le début de la pandémie, aucun coureur n'a été testé positif durant le Tour de France. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Le départ donc dans 2 jours de Copenhague. Et ce sera évidemment à suivre sur Europe 1. Merci Christophe Lamar. Dans un